Pierre-Henri Tavoyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à la Sorbonne Université. Alors, on va parler évidemment des élections et avant tout, parce que on est très vite passé dans cette campagne de second tour à l'opposition entre deux France, Macron, Le Pen. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même à l'analyse de ce que nous raconte le premier tour d'abord, c'est-à-dire la répartition des forces, les forces qui ont disparu, celles qui sont en présence, leur homogénéité, leur hétérogénéité, voilà. Comment vous voyez ce premier tour, les résultats qui sont apparus le dimanche 10 avril? Peut-être le point le plus spectaculaire, c'est quand même la bérésina absolue, mais totale. Elle était attendue, mais vraiment spectaculaire des partis traditionnels. Alors, qui va être compensée probablement par les législatives, parce que là, les députés, les circonscriptions locales vont faire remonter ça. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, voilà. Ce qui veut dire que les partis traditionnels se sont définitivement coupés de l'élection principale. Voilà. Ça, c'est vraiment un enjeu. Après, l'apparition de 3 blocs, on devrait dire en vérité 4 blocs, parce qu'il y a l'abstention qui est 25, donc 4 blocs à 25, donc les 25 sont quand même malgré tout très très inquiétants. Pourquoi ils sont inquiétants? Parce que par ailleurs, il y a, disons, des candidats du populisme ou des extrêmes qui sont présents, enfin populisme, il va falloir définir le terme, mais globalement du populisme, donc des candidats de la radicalité, et donc ça veut dire que 25% ne se retrouvent même pas dans la radicalité, ce qui est quand même relativement inquiétant. Ces 25%-là, en gros, sont dans une forme de sécession démocratique, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus en la démocratie, ou en tout cas, est-ce qu'on arrive à évaluer? Il y a une part de gens qui sont sans doute, en effet, dégoûtés avec l'impression que la politique ne changera pas leur vie. Il y a ceux aussi qui considèrent qu'après tout, c'est pas si grave de déléguer cela à d'autres qui s'en occuperont à notre place. Quel est, selon vous, le sens de cette abstention, même s'il n'y a rien de plus difficile en fait. Oui, c'est ça. Les gens qui ne parlent pas, c'est compliqué d'interpréter. Il y a aussi des gens qui peut-être voteront au deuxième tour et qui ne votent pas au premier. L'inverse sera probablement vrai aussi. Donc, non, c'est très, très compliqué. Alors, si on regarde les chiffres objectivement, on est dans un chiffre inquiétant, mais pas le plus catastrophique de la Ve République. Donc, voilà, on peut dire que... La grosse catastrophe, c'était 2002. Oui, c'était 2002, oui. Donc il y a eu une dramatisation qui a dû jouer dans la dernière ligne droite et qui a permis à remobiliser quelques troupes hésitantes. Voilà. Mais là, vraiment, je pense que les sondeurs sont mieux armés que les philosophes pour essayer d'interpréter ce vote-là. Mais malgré tout, justement, la question, j'allais dire philosophique, c'est celle du rapport à la politique, c'est-à-dire de la question. Enfin, c'est la question de savoir si en démocratie représentative, c'est-à-dire à une échelle qui n'est pas celle de la cité grecque, il est fatal qu'une part des citoyens n'agissent plus véritablement en citoyens et se disent qu'après tout, la politique, ça n'est pas leur affaire. Je pense qu'il faut peut-être prendre un peu de recul pour répondre vraiment philosophiquement à cette question en disant que de tout temps, les démocraties représentatives ont un problème avec le peuple, par définition, puisque une démocratie représentative, c'est forcément élitiste. Pourquoi c'est élitiste? Parce qu'il y a des élus. Or, élus et élite, c'est la même chose. Donc forcément, il y a un problème pour intégrer le peuple. Quelles ont été les techniques pour permettre d'incorporer à la démocratie, aux institutions démocratiques, le peuple? Il y en a eu 3, je crois, enfin 2, dont on est sûr, la troisième est incertaine. La première technique, c'est le clientélisme, c'est-à-dire qui consiste à acheter des voix, ou en tout cas les échanger. Très pratiqué dans la République romaine déjà. Très pratiqué, ça marche très bien. Ça marche d'ailleurs tellement bien que lorsqu'on a commencé à lutter contre le clientélisme, l'abstention a monté. Donc il faut avoir en tête, et ça pas simplement en Europe, mais au Japon, en Inde, on a vu très bien. Donc voilà, ça c'est quand même un premier élément. Alors évidemment, on n'a plus le droit de le faire, c'est plus bien. Bon, ok, je suis ironique évidemment. Deuxième technique, le parti. Le parti qui consiste à créer une société, parti, j'entends parti communiste par essence, mais tous les partis, c'est-à-dire créer une société bis où on fait tout, on se forme, on milite, on se marie, on part en vacances, on colle les affiches, on discute. Cette société de bis a vocation, par la conquête électorale, à remplacer la grande société à terme, par la conquête. Et donc ça, c'est un formidable élément de mobilisation. Ça a très bien fonctionné, et on assiste à la fin de ce modèle. C'est exactement ce que vous disiez en préambule sur l'effondrement des deux grands partis de gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la fin des partis au sens de la structuration politique d'une partie des citoyens. Qui est un mouvement d'ailleurs enclenché, c'est la fin des églises aussi, c'est pareil, c'est du même ordre. Donc on assiste à l'émergence de quelque chose de neuf, alors très très prudent parce que c'est très difficile à interpréter. Alors
qu'à défaut de termes plus précis, on appellera le mouvement. C'est peut-être né avec Podemos en Espagne, voilà les mouvements de ce type, qui consistent à faire des alliances ponctuelles, éphémères, extrêmement, à la fois alors, très horizontales dans l'esprit, mais aussi quand même très verticales, parce il faut un chef, il faut un leader. Et le contenu idéologique est très flou. Il y a quelques mesures phares, mais vraiment il n'y a pas de cohérence, donc une idéologie molle. Et puis cette organisation ponctuelle s'unit à l'occasion d'élections et disparaît. Mélenchon disait dans la première élection, disait notre mouvement n'est ni vertical ni horizontal, il est gazeux. La caractéristique du gaz, c'est quand il n'explose pas, il se dissipe. Voilà, donc exactement ça, avec une logique aussi très consumériste des idées politiques, c'est-à-dire un zapping, on évalue, on note, on part, on revient, enfin voilà, on a une logique de ce type-là. Et aussi, dernier point, peut-être caractéristique, qui joue beaucoup sur l'indignation. Indignados, c'était ça le mouvement, c'est-à-dire qu'on joue sur les passions tristes, pas tellement les passions constructives. Alors, une petite exception avec La République En Marche, qui était dans le progressisme absolu, mais grosso modo, c'est quand même plutôt les passions tristes, l'indignation, la peur, la colère. Oui, enfin, à ceci près qu'il y a... encore faut-il s'entendre sur le sens de cette expression vraiment très utilisée des passions tristes. Oui. C'est-à-dire que la colère, quand elle est canalisée politiquement, peut aboutir à quelque chose d'extrêmement constructif. Et à côté de ça, l'optimisme sympathique peut déboucher sur rigoureusement rien, parce que c'est très bien d'être optimiste et de penser que ça ira mieux après. Si on ne fait rien pour que ça aille mieux, ça n'est pas politique. Absolument d'accord. Et c'est cette décanalisation, si je puis dire, de la colère qui est le problème central aujourd'hui. C'est-à-dire que là où le progressisme, et de ce point de vue-là, très intéressant dans l'interview du Point d'hier, on voit que Macron, sur cette notion de progressisme, infléchit sa position. C'est-à-dire qu'il ne parle plus... Le progrès du quotidien, pour remplacer le progressisme. Je n'ai pas encore bien compris ce que ça signifiait, mis à part une façon de dire aux gens on va s'occuper de vous, de votre vie, de votre pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça. C'est le pouvoir d'achat soft. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que ce progressisme, en fait, il nous a trahis, tout le monde peut le constater, c'est-à-dire que, l'idée que c'était la désindustrialisation était formidable, que la délocalisation c'était génial, que les open borders, les frontières ouvertes, c'était formidable, et que le pédagogisme c'était génial, tout ça, voilà, non, ça a tout détruit et ça a eu des conséquences, pas simplement économiques, mais sociales, territoriales, absolument profondes. Et bon, ça, tout le monde le constate. Donc arrêtons avec ce progressisme-là, ça suscite une colère. Les élites, de ce point de vue-là, nous ont trompés collectivement et donc aucune raison de leur faire confiance pour la suite. Voilà, cette colère existe. Oui, tout le problème est donc de savoir comment on qualifie cette colère dans la façon dont elle se manifeste, par exemple dans le vote du 10 avril. C'est-à-dire qu'on a donc celle qui se reporte sur Marine Le Pen, celle qui se reporte sur Jean-Luc Mélenchon, quelques autres, mais en fait on s'aperçoit donc ça se cristallise autour de ces deux pôles-là face à Emmanuel Macron qui en fait va capter ceux qui acceptent le système et veulent sa perpétuation. C'est ça. Ce qui signifie d'ailleurs qu'on a, on a ce schéma très particulier d'un centre hypertrophié, de deux extrêmes, et finalement de la polarité de ce centre qui empêche une alternance, avec la question de savoir si une démocratie sans alternance fonctionne réellement correctement. Alors, je présenterai les choses, je suis d'accord avec cette analyse, on peut les présenter aussi d'une autre manière, c'est pas incompatible, mais de dire qu'on a ici, à l'état des purs, une sorte de trilogie des positions possibles que l'on peut adopter à l'égard de la démocratie. Dans démocratie, c'est pour ça que l'idée de front républicain peut être contestable, parce que en fait, on a trois positions démocratiques et pas du tout antidémocratiques. Dans démocratie, pardon de le rappeler, il y a démos et kratos. Voilà, en général, c'est difficile à combiner, parce que là où il y a du démos, le pouvoir est en échec, et là où il y a du kratos, du pouvoir, le démos en général n'est pas là. Et donc la solution libérale à cette équation impossible, c'est de se dire on va pouvoir y arriver, mais il ne faut pas trop de démos, donc plutôt des représentants, des élus, et pas trop de kratos, c'est-à-dire la division des pouvoirs. Et donc c'est la démocratie libérale dans nos régimes, c'est un équilibre instable et déceptif. Parce que comme c'est instable, ça nous déçoit toujours. Et je termine la présentation, ça suscite deux tentations inverses, qui sont à l'état des purs dans ce premier tour. Un, du côté de la démocratie radicale de Jean-Luc Mélenchon, de dire moins de pouvoir et plus de démos, moins de kratos et plus de démos. Donc toutes ces mesures sur le référendum, la convention, etc., expriment ça. Et de l'autre côté, à l'état des purs aussi, du côté de Marine Le Pen,
plus des kratos en tout cas, et plus d'efficacité du pouvoir. Alors, difficile de dire moins de démos, mais quand même un démos qui est plus les individus, les libertés individuelles. Voilà, plus de kratos et moins de Oui, démos. à ceci près que c'est. Alors, la question est de savoir comment on définit en effet le démos, parce que ce qui est reproché actuellement à Marine Le Pen, c'est au contraire de mettre en avant la souveraineté du peuple, parfois pour disons, contester l'hypertrophie de l'état de droit. Et dans cette question de l'équilibre entre état de droit et souveraineté du peuple, on n'a pas encore trouvé le juste équilibre. Il suffit de se souvenir qu'au début de cette campagne, au mois de septembre, avant que Éric Zemmour ne mette sur la table les questions d'immigration, de grands remplacements, etc., le débat, c'était exactement celui-là. C'était le moment où la Hongrie, la Pologne étaient poursuivis, pointés du doigt par la Commission européenne, et où on avait tous les candidats à l'élection présidentielle qui expliquaient qu'à un moment, il allait falloir reprendre un petit peu de pouvoir face à ces instances non élues, c'est-à-dire que tous, et même Emmanuel Macron, était à la limite de dire que on était allé trop loin dans un supposé état de droit qui en fait enfermait la volonté du peuple. C'est le paradoxe, c'est qu'en fait ces trois positions ont un diagnostic à peu près similaire. De dire que notre démocratie est à bout de souffle et qu'il y a, moi, ce que j'appelle des excès de contre-pouvoir. On a pendant 40 ans lutté contre les excès de pouvoir en disant que ce qui nous menaçait c'était le pouvoir, la souveraineté, etc. Et nous apercevons aujourd'hui qu'il y a des excès de contre-pouvoir qui viennent d'ailleurs du pouvoir lui-même qui s'est totalement déshabillé. C'est-à-dire l'État a délégué son action aux autorités administratives indépendantes, fragmentant, qui perdent toute espèce de cohérence et elles sont tellement indépendantes d'ailleurs ces autorités qu'elles ont oublié l'intérêt général. Elles sont même indépendantes de l'intérêt général. Le médiateur, le défenseur des droits, la CNIL. On a des conseils Conseil constitutionnel et Conseil d'État, qui font leur boulot pour une part, mais qui font aussi au-delà de leur boulot pour une autre part. C'est là où il faut être plus nuancé que l'est Marine Le Pen, c'est-à-dire que malgré tout, le Conseil de constitutionnalité, c'est utile. Voilà, il faut pas... Simplement, quand le Conseil constitutionnel se met à inventer des principes, comme le principe par exemple de fraternité, qui d'un seul coup a une application juridique, comme le principe de modicité des droits d'inscription dans l'enseignement supérieur, mais d'où il sort ça? Mais d'où il sort ça? C'est vraiment, ce sont des pures inventions, et c'est l'imitation de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et surtout de la Cour suprême américaine. Enfin, de la Cour suprême ou de la Cour européenne des droits de l'homme, qui là aussi est une machine à produire de la jurisprudence débile. Avec en fait une dérive jurisprudentielle de notre démocratie qui est calquée sur les institutions américaines. Le Conseil constitutionnel se rêve en Cour suprême, alors même que les institutions de la Ve République ne sont absolument pas faites pour ça. L'exemple typique, c'est la question de l'avortement. Ça a été réglé, entre guillemets, ça n'a pas été réglé aux États-Unis par un arrêt de la Cour suprême. En France, c'est une loi. Le peuple a décidé. Et on est dans cette situation où, effectivement, la jurisprudence va au rebours de ce que j'appelle la nomocratie. Nous sommes dans une logique de nomocratie en Europe contre laquelle il faut lutter d'urgence. Mais le paradoxe, c'est que tout le monde est d'accord sur cette affaire, ou presque tout le monde, parce que Mélenchon serait là plus nuancé. Mélenchon considère que le peuple est supérieur au pouvoir, c'est-à-dire le peuple, ce sont toutes les libertés individuelles. Il y a chez Mélenchon l'idée qu'au fond, même s'il a été républicain, il ne l'est plus guère, la démocratie, c'est le progrès infini des droits individuels. Voilà. Et il y a chez Marine Le Pen la logique inverse, le peuple est supérieur au droit. Et on doit rester dans une logique, me semble-t-il, libérale, c'est ma position, qui consiste à dire le libéralisme aujourd'hui, son défi, c'est de défendre le pouvoir, précisément parce que, comme le dit Paul Valéry, quand l'État est fort, nous périssons, quand il est faible, quand l'État est faible, il est fort, il nous écrase, et quand il est faible, nous périssons. Oui, à ceci près que... Bon, alors il faudrait définir exactement, vous dites, Jean-Luc Mélenchon n'est plus républicain, il faudrait être précis sur ce qu'on entend par là, parce que la question n'est pas de dire qu'il veut sortir de la République, on est bien d'accord. Sur des questions sociétales. Sur la question du collectif, de savoir, et comment on définit l'universalisme, un projet, c'est là-dessus. Donc. Absolument, oui, vous avez raison de le préciser, faut pas, sur les institutions, il reste républicain, mais sur les questions sociétales, notamment, disons, son talent époustouflant d'ailleurs, pour réunir dans un même mouvement le wokisme le plus absolu, les logiques identitaires, un petit souvenir de la République, la créolisation, enfin, on a un truc qui est une tambouille et qui ne tient
que par son génie propre, qui est incontestable. Justement, venons-en à ça, parce que vous parliez en préambule de ces 3 pôles qui ont émergé en plus de la part d'abstention, donc Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, sachant que toute la difficulté est de qualifier ce qui s'est passé sur le vote Mélenchon le 10 avril. Parce que indéniablement, les sondages ont joué un rôle, et un rôle, j'allais dire, nouveau dans une élection, dans le sens où ils ont dicté l'élection. C'est-à-dire, c'est absolument pas qu'ils se sont trompés ou quoi, c'est qu'ils ont influencé les votants, et une grande part du vote Mélenchon est en fait un vote qui réagit au sondage pour dire on va essayer de le mettre au second tour pour que la gauche soit là. C'est pas forcément une adhésion. C'est très juste. Et on a bien vu qu'il avait siphonné les voix de Jadot. Bon, pour autant, vous disiez Mélenchon, il y a le wokisme, etc. Comment on définit cet électorat, ce vote, qui est un vote qui regroupe, si on regarde sociologiquement, des jeunes urbains diplômés, des néo-ruraux au sens large du terme, pas seulement des gens qui vont s'installer dans la Drôme pour faire de la permaculture, mais de toute une sociologie qui, pour le coup, est d'une ruralité, mais qui n'est pas la même que celle qui vote Marine Le Pen. Et puis... on va dire, oui, donc, et puis les banlieues, surtout. On a vu un vote des banlieues extrêmement fort. Un vote musulman. Comment on qualifie ça? Est-ce que c'est hétéroclite? Est-ce qu'il y a une logique? Qu'est-ce que ça incarne? Est-ce qu'on a assisté à la naissance d'un vote identitaire? Alors, je pense qu'il y a 2 éléments qu'il va falloir effectivement décrypter par la suite. C'est que, il y a le reste de la religion de la gauche. Voilà. Donc un geste identitaire qui fait qu'effectivement on vote à gauche, et celui qui est le mieux placé à gauche, on vote pour lui dès le premier tour. Du coup, c'est ça la nouveauté, avec une sorte d'électeurs stratèges désormais qui rompt un peu avec la logique du choix du premier tour habituel. Pour une autre part, c'est un vote très très hétéroclite, et d'ailleurs on le voit. Alors je lisais cette enquête Harris Interactive qui disait que dans les logiques du second tour, côté urbain, c'est-à-dire Île-de-France, on va avoir un vote Macron, c'est-à-dire un ralliement sur Macron, et côté Est, on aura, la France de l'Est et du Nord, probablement un vote Marine Le Pen dans les catégories les plus défavorisées de la population. Voilà, y compris d'ailleurs chez les jeunes, on retrouve ce clivage et cette dualité, et avec une part d'abstention qui va être aussi importante. Donc je crois que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc ça peut neutraliser les choses et pour le coup faire gagner Macron. Mais voilà un peu cette stratégie du second tour témoigne du fait que je ne donne pas cher de cette unité sans Jean-Luc Mélenchon. D'accord, oui, parce qu'on voit bien qu'entre un François Ruffin, qui d'ailleurs là fait entendre sa voix ces derniers jours pour rappeler qu'il y a justement une France rurale et qu'il faut aller lui parler, et les élus, la France insoumise de banlieue, en fait, on est sur 2 sociologies et même 2 discours, en fait, de façon de penser la République, le peuple, qui sont assez différentes. Très différentes, oui. Ça, je pense que c'est assez largement irréconciliable. Enfin, en tout cas, je ne vois pas vraiment comment. C'est le talent propre, encore une fois, de Mélenchon, qui a fait une campagne, sa meilleure campagne, probablement, et qui, par son discours, par son bon sens, par sa capacité de trébun, a pu être le pivot et la clé de voûte de ces mouvements hétéroclites. Dans ces 3 blocs qu'on identifie, est-ce qu'on est en train d'assister à un clivage générationnel? Ce qui là aussi serait une autre forme de fragmentation du démos qui est assez préoccupante. On a une jeunesse qui vote pour une part Mélenchon, pour une forte part, là cette fois-ci, pour une part Marine Le Pen. On a surtout des actifs qui votent davantage Marine Le Pen, et on a des retraités qui très clairement votent Emmanuel Macron, c'est-à-dire votent pour la préservation de l'équilibre, en gros contre l'inconnu, contre le saut dans l'inconnu. Est-ce qu'on risque d'avoir une forme de, j'allais dire presque de ressentiment, un peu comme ce qu'on a failli avoir au moment du Covid, quand et monter un peu cette musique qui consistait à dire mais en fait on est en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les aînés, et c'est ce moment-là qui voit basculer Emmanuel Macron, c'est le moment où il décide de ne pas reconfiner
contre l'avis du conseil scientifique. Est-ce qu'on a des risques de voir s'amplifier ces fractures-là? Moi, je suis toujours un peu sceptique à l'égard du schéma de la guerre des générations, pour une raison très simple, c'est que les gens grandissent et vieillissent. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans une Oui, a priori, on a vocation à voilà, quitter la normalement, jeunesse. en général. Voilà. Donc, il est très possible qu'on puisse avoir voilà, basculement. On vote jusqu'à 20 ans ou 22 ans Mélenchon à la gauche. Après, on bascule dans l'actif, on vote Marine Le Pen, et puis on finit retraité, on pense à ses petits-enfants, et donc on a besoin un peu de sécurité. Donc, je pense qu'il faut être très, très attentif à ça, c'est-à-dire que les choses évoluent. Et puis, par ailleurs, le deuxième point qui me paraît vraiment crucial, c'est que la jeunesse est elle-même extrêmement clivée. C'est-à-dire là, il faut voir en détail, par exemple, les analyses d'Olivier Galland qui sont très, très précises là-dessus. Quand on dit sacrifier la jeunesse, là-dessus, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire qu'on a en France des études supérieures, y compris supérieures, qui sont quasi gratuites. Donc, il y a un investissement très fort. Je sais qu'il y a une précarisation des étudiants, mais elle n'a rien à voir, cette précarisation des étudiants, à l'égard, par rapport à la précarisation de ce qu'on appelle la jeunesse nini, alors là, pour le coup, qui est totalement en dehors des tuyaux de l'État-providence. C'est 1,5 million de et jeunes, 1,5 million quand même. de personnes. Et voilà, l'État ne fait rien. Oui, mais c'est un ensemble. Quand on dit parce que les études sont gratuites, on ne sacrifie pas la jeunesse. D'abord, au moment du Covid, le débat, c'était est-ce qu'on est en train, en fait, d'arrêter l'ensemble de la société pour préserver les plus fragiles, ce qui est tout à fait légitime, mais qui commençait à fragiliser, en fait, les autres pans de la société. Mais surtout, la question de la jeunesse, c'est aussi une question d'organisation économique de la société. C'est-à-dire que quand on fait le choix depuis des décennies de lutter contre l'inflation plutôt que contre le chômage, de renforcer en fait ceux qui ont le patrimoine, ceux qui sont déjà installés, et donc de fragiliser ceux qui arrivent sur le marché, c'est pas une politique en faveur de la jeunesse, ça. Or, si on analyse assez finement, on s'aperçoit que il est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans d'un pur point de vue économique. On a une jeunesse qui s'appauvrit, qu'elle soit étudiante ou pas étudiante. C'est-à-dire que les études, certes les études sont gratuites, mais elles sont totalement précarisées et pour des diplômes dont une grande part ne vaut rien. Je ne peux pas dire ça. En tant qu'universitaire, non, oui, ce que je veux dire par là, je suis un peu brutale, mais... Non, mais c'est pas tout à fait exact, parce que là aussi, la tentation du crépuscule est toujours présente, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je vois aujourd'hui que la logique de l'alternance, même au niveau master, est une logique qui se déploie de manière incroyable. Surtout au niveau master, mais pas assez en dessous. Non, pas je suis assez avant d'accord. le bac. On est d'accord. C'est une fois de plus les plus L'enseignement favorisés professionnel qui vont en est dans profiter. une catastrophe absolue. Je suis absolument d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des investissements. Alors, je suis d'accord. Paradoxalement, ils accentuent les inégalités entre la jeunesse. Et c'est là ce que je reproche fortement. Mais de dire que la jeunesse est dans une situation de blocage total, c'est incontestablement plus difficile comparativement à notre génération, incontestablement. Mais il y a des choses qui sont faites. Enfin voilà, il ne faut pas avoir le discours de l'idée de sacrifice de la jeunesse, parce qu'il me semble que c'est pas vrai. Voilà. Non, je suis d'accord. Et la réforme de l'apprentissage était une bonne réforme. Non, le grand dossier à venir, c'est l'enseignement professionnel. C'est aberrant que, effectivement, les gens qui ont envie de travailler soient bloqués dans un système scolaire généraliste et s'empêtrent dans l'échec scolaire, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire et qui sont valorisantes en plus dans une existence. Pour revenir sur ce que nous raconte ce vote du 10 avril et ce qu'on peut anticiper de la suite, une autre chose était assez frappante, c'est qu'on avait, par rapport à 2017, le premier tour de 2017 voyait s'affronter énormément de candidats qui ouvertement remettaient en question l'organisation de l'Union européenne. Très clairement. Il y avait même des candidats frexiteurs. Et puis Marine Le Pen l'était à l'époque, il y avait Dupont-Aignan, il y avait Asselineau. Là encore de manière implicite. Alors, justement, ça a bougé. C'est-à-dire que on peut débattre sur le fait que c'est implicite, explicite, etc. Elle a bougé sa position, elle est moins fondamentalement pour une sortie de l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon a nettement moins insisté sur son idée de plan A, plan B, c'est-à-dire en gros, on obtient la réforme des traités, sinon on menace de partir. Il n'y avait plus de candidats brexiteurs. Est-ce que cette question, qui apparaissait comme une question essentielle, vous semble en fait avoir été effacée par les circonstances, le Covid, l'Ukraine, qui ont donné l'impression
que l'Europe protégeait, alors même que le grand déficit, c'est qu'elle n'avait pas été conçue pour protéger? Ou est-ce que tout cela est sous-jacent, peut ressurgir? Qu'est-ce que ça nous raconte, cette... Je pense que le premier scénario me paraît plus plausible, c'est-à-dire l'idée que l'Europe a montré son utilité dans la crise Covid et évidemment avec l'Ukraine. Dans la crise Covid, parce que notamment sur la question de la dette collective, il y a eu un coup de baguette magique politique, pour une fois politique, intéressant, c'est-à-dire que les dettes sont mutualisées, on va dire, pour aller vite, c'est-à-dire que la France serait dans une situation aujourd'hui, au regard de sa dette, très problématique, probablement ses taux d'intérêt seraient considérablement plus élevés, ce qui lui coûterait plus cher. Or, la mutualisation de la dette amortit cet endettement. Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est un acte politique au niveau européen. On a un peu forcé les Allemands, mais ils l'ont compris assez vite. Voilà, alors il y a des débats sur le cours constitutionnel de Karlsruhe pour voir si c'est vraiment... Mais là, vraiment, justement, pour le coup, pour une fois que l'Europe fait de la politique, là, on peut en profiter. Et en effet, la donne géopolitique de l'Ukraine débloque plus rapidement que tous les débats qui ont pu avoir l'idée que l'Europe doit se constituer un tant soit peu comme puissance. Donc voilà, alors est-ce que ça va durer Oui, parce que tout le problème, c'est que pour autant, les questions fondamentales qui créent de la colère, de l'insatisfaction, etc., ne sont absolument pas réglées. Donc est-ce que ça ne risque pas de donner l'impression qu'on va vers du mieux, pour mieux voir ressurgir toutes les... Non, je pense qu'il y a des... Alors, sur la question de l'immigration, le problème est parfaitement net. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai travaillé un tout petit peu sur Frontex, et quand on découvre que Frontex, qui est l'organisme chargé de protéger les frontières de l'Union européenne, n'a pas le droit de refouler les migrants. Il doit impérativement... On met le doigt de pied en Europe, il faut accueillir, accompagner, soigner, protéger des gens dont on sait qu'ils ne repartiront jamais. Donc, et si Frontex expulse, même pas violemment, c'est immédiatement un procès gagné au niveau du Conseil de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est sidérant, cette affaire. Et en plus, il y a une commission, enfin la Cour des comptes européenne a dit, mais Frontex, c'est vraiment pas efficace, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette affaire. Donc, cet organisme Frontex est un objet qui ne sert à rien et qui ne remplit pas sa fiction. Donc c'est là, pour le coup, cette révélation va apparaître. Encore une fois, il ne s'agit pas de repousser, d'être une politique anti-immigration, c'est de dire justement, on doit pouvoir faire en sorte que s'il y a une politique d'accueil des Ukrainiens, eh bien on accueille les Ukrainiens, mais s'il y a une politique qui consiste à dire on n'accueille pas les Albanais, ce qui a été à un moment la première communauté de réfugiés en France, eh ben, on peut dire on n'accueille pas les Albanais. Ça me paraît légitime du point de vue de la souveraineté populaire. Oui, sauf que justement, ça a fait partie des sujets dont on se disait qu'ils pourraient apparaître dans cette campagne. Alors, l'émergence d'Éric Zemmour les a fait apparaître de façon extrêmement caricaturale. Pour autant, derrière, le débat n'a absolument pas été tranché. Et Emmanuel Macron a fait là, dans l'entre-deux tours, un grand discours sur l'Europe, ce qui était d'ailleurs assez intéressant, parce que choisir, au moment où en fait il entre véritablement en campagne, c'est-à-dire pour le second tour, de faire un discours sur l'Europe, c'est tenter de réactiver ce qui a permis son élection de 2017, et d'ailleurs c'est assez malin, il remobilise là-dessus, mais avec un discours totalement tyrannique. Une fois de plus, on repart sur une opposition totalement absurde entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'Europe, sans jamais définir réellement ce que ça signifie une Union européenne, quelles doivent être ses structures institutionnelles, quel est tout simplement son rôle, c'est-à-dire comment on définit son rôle de protection des citoyens, de quels citoyens parle-t-on, des citoyens européens ou des citoyens des nations de l'Union européenne, intégralement d'accord avec vous. Effectivement, ce flou sur l'Europe, alors là, est fâcheux parce qu'il est le fruit. Ça va pas être dans le débat. Là, pour le coup, il y avait des engagements à prendre alors du point de vue français, sachant qu'en Europe, il faut quand même jouer collectif, mais qu'il y a une fenêtre de tir époustouflante et inédite, justement avec l'affaire en Ukraine, qui devrait permettre, si on est habile, de faire passer beaucoup de choses, y compris sur calmer un peu la production jurisprudentielle de la Cour de justice de l'Union européenne, peut-être mettre à l'écart définitivement
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, donc je rappelle, ce n'est pas l'Union européenne, hein, mais c'est un organisme supplémentaire, mais qui est quand même suprême au niveau de la hiérarchie des normes, et avec cette idée très très dangereuse que, certes, la France pourrait dire je sors de la Convention, du Conseil de l'Europe, mais comme l'Union européenne va adhérer collectivement à cette affaire, cette sortie ne signifierait rien. Donc c'est un problème vraiment, là ce sont des points très techniques, très urgents, et qui engagent la marge de manœuvre politique pour l'avenir, parce que c'est ça l'enjeu. Pour le dire concrètement, en fait, est-ce qu'on a élu, on va élire, pardon, un ou une présidente de la République qui a un pouvoir, qui peut agir, ou est-ce qu'on est dans une vaste blague? Est-ce que tout ça est du flan? Parce qu'en fait, ça ne se joue pas là. Alors, on sait que le diagnostic, là encore, est partagé sur l'impuissance publique par Emmanuel Macron comme par Marine Le Pen. Il y a deux stratégies, et c'est là où le choix du vote, très clair. Soit on fait un choc de volonté, c'est Marine Le Pen, en disant voilà, on va tout casser, on va tout faire sauter. Soit on fait le choix de la continuité, en disant qu'on sera plus efficace dans une négociation avec les partenaires, plutôt que dans des actes où on sera droit dans ses bottes contre tout le monde et contre le reste du monde. Et donc le choix aujourd'hui, me semble-t-il, est clair. C'est sur ces questions de l'impuissance publique. Est-ce qu'il faut s'arc-bouter et faire des actes de volonté au risque d'être inefficace, parce qu'on va braquer nos partenaires européens, on va braquer aussi en interne. Je veux dire, bon courage pour Marine Le Pen pour réformer l'éducation nationale. J'ai les plus grandes craintes à cet égard, parce que la capacité d'inertie de ce ministère va jouer à plein à son égard. Donc je crains que ce soit assez peu efficace. Donc on a deux scénarios d'ingouvernabilité. Là, la question, c'est deux inconvénients, donc il faut choisir le moindre. Voilà. À ceci près qu'en fait, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est en train, là, dans cet entre-deux-tours, de réactiver l'idée de la lutte contre le fascisme qui serait à nos portes, presque le basculement dans l'illibéralisme, etc. Or, la façon dont vous présentez les choses, c'est-à-dire de dire que la question est de savoir si on peut, par la volonté d'un coup comme ça, imposer quelque chose, ou si en fait, ça ne marche pas réellement ainsi, ça c'est totalement passé sous le boisseau. Oui, c'est l'idée de Front républicain qui est, je crois, un peu moins activée aujourd'hui, pour une raison très simple, parce que dire Front républicain, c'est cracher à la figure de 8 millions d'électeurs, en leur disant soit vous êtes des salauds, soit vous êtes des idiots. Soit vous êtes des salauds parce que vous avez voté pour une candidate raciste et fasciste, soit vous êtes des idiots parce que vous n'avez pas compris qu'elle était fasciste et raciste. Donc voilà, c'est d'une certaine façon une insulte lancée à 8 millions d'électeurs. Ce n'est pas le meilleur moyen de les incorporer si on veut les rallier. Donc je pense que cette idée de Front républicain est en effet très toxique. Elle est fausse et toxique. Elle est fausse aussi parce que on peut toujours suspecter les intentions, et je pense qu'avec Marine Le Pen, il faut être très prudent, mais dans la lettre du programme, il n'y a rien d'anti-républicain. On est dans une tendance illibérale où on voit qu'il va falloir prendre quelques libertés avec les libertés, mais on reste dans une logique qui est une logique républicaine. Donc là-dessus, il ne faut pas surinterpréter parce que c'est contre-productif. Mais l'équilibre est ça. Moi, je peux dire les choses. Ma principale objection à l'égard d'un vote contre Marine Le Pen, c'est de dire que si on aime la France, c'est pas un bon choix. C'est-à-dire que c'est pas un bon choix parce que l'image de la France va être dégradée, parce que l'ingouvernabilité va être augmentée, parce que le rapport avec les autres, tout va être beaucoup plus compliqué. Je ne suis pas pour autant un enthousiaste de Emmanuel Macron, parce qu'avec Emmanuel Macron, ça sera aussi très difficile, ça sera aussi ingouvernable. Mais il me semble que la France sera davantage gouvernable avec Emmanuel Macron qu'avec Marine Le Pen. Vous dites finalement, la France est ingouvernable, en fait. Comment on en arrive là et qu'est-ce qui pourrait permettre de réparer cela ? Refaire de la politique, je pense que c'est très général comme réponse, pardon, mais je suis pas un élu, mais c'est refaire de la politique, c'est-à-dire arrêter de dépouiller l'État, faire en sorte que nul n'obéit à qui ne croit pas son droit de commander, disait Raymond Aron. Ben voilà, il faut de nouveau que le droit de commander apparaisse, s'affiche comme tel. C'est je pense que ce qu'attendent principalement les Français. Un ancien préfet me disait qu'aujourd'hui un préfet n'a aucun pouvoir.
Le seul pouvoir qu'il a, c'est de réunir quelques acteurs autour de la table et de négocier avec eux. Et qu'il est confronté à une explosion, une fragmentation des décisions de l'État auquel il appartient, qui par exemple l'empêcherait, dans le cadre d'une négociation, c'était l'exemple qu'il me donnait, syndicale avec une entreprise qui était en train de fermer, au moment où on est en train de négocier avec eux, hop, les huissiers envoyés par l'URSSAF arrivent. Donc c'est pas une stratégie, ça, c'est une impossibilité, c'est l'impuissance publique à tous les niveaux. Donc cette idée-là, il faut effectivement récupérer le politique, le régalien. Comment on explique ça? C'est-à-dire comment on explique l'espèce d'inflation de normes, de structures qui, du coup, crée cette impuissance? Parce qu'en fait, c'est ça, on crée ce qui va empêcher chaque échelon de faire réellement son travail. Parce qu'on était dans une logique, alors ce que j'appellerais le mauvais libéralisme par rapport au bon libéralisme, c'est qu'on voit le pouvoir comme méchant. Voilà. Et on considère que face au pouvoir méchant, le droit c'est vachement mieux, l'économie c'est génial. Oui, la régulation par le droit et le marché, Voilà, quoi, parce exactement. que c'est neutre et que c'est... Voilà. Et donc c'est ça l'autorité aujourd'hui. Et cette autorité elle fonctionne à plein. Et en l'occurrence, il faut effectivement remettre du volontarisme politique. Alors je ne dis pas du courage, parce que le courage c'est tout à fait autre chose, mais essayer de trouver les bons leviers, c'est ça la grande difficulté, c'est sans détruire cet état de droit dont on a besoin, il faut le défendre, mais cet état de droit qui est devenu une sorte de nomocratie qui met en péril la démocratie. Oui, je suis entièrement d'accord, à ceci près que non seulement la France a l'air championne de la démocratie, mais qu'elle est prise en plus dans une Union européenne qui elle-même est championne de la démocratie. Donc il y a du boulot. Et qu'il y a du boulot. Je ne sais pas très bien si nous avons les bons élus, les bonnes personnes pour faire ça, et si nous avons tranché le débat pour savoir si nous voulions aller par là. Le choix doit se faire entre le mauvais et le pire. Voilà. C'est une décision politique par excellence. Sachant que la question sera ensuite si nous ferons réellement de la politique ou si nous serons face à l'éruption des émotions. Merci beaucoup. Merci à vous.